Salut l'équipe. En ce moment, chez la famille Bulls, tout va bien, ou presque. Papa Billy Donovan et ses enfants font plus que le taf en ce début de saison, mais il est bien connu que dans toutes les familles, il y a toujours un tonton grincheux, un peu aigri, voire alcoolique, qui te parle trop fort dans le creux de l'oreille pour te dire que c'est bien lui le meilleur membre de la famille. En ce moment, chez les Bulls, cet oncle rugueux, c'est Scottie Pippen. Et tonton Scottie, j'en ai bien peur, et même si on l'aime, dit beaucoup trop de la merde en ce moment. T'imagines, toi, si aujourd'hui Tito Jackson vient nous expliquer qu'en fait c'est lui le meilleur du clan Jackson avant Michael? Inimaginable. Et pourtant, à quelque chose près, c'est exactement ce que fait Scottie Pippen avec son frérot Michael Jordan. Non, j'ai bien peur pour tonton Scottie que Michael Jordan soit dans son jacuzzi pendant que Pippen, lui, est dans sa jalousie, pour citer ce grand philosophe. À 56 ans, Scottie Pippen a donc décidé de partir dans une drôle de croisade contre le meilleur joueur de tous les temps. Eh bien, puisque c'est comme ça, moi aussi je m'en vais me lancer dans une drôle de croisade contre Cyril Gane, ici, tout de suite, devant les caméras. Alors écoute-moi bien, Cyril. Moi, je sais que je te... Non, en fait, c'est pas vraiment une bonne idée. Et toi aussi, Scottie Pippen, tu devrais te dire la même chose, que ce n'est pas une bonne idée d'aller défier les meilleurs que soi. Alors s'il te plaît, Scottie, peux-tu redevenir enfin le tonton que l'on a tant aimé ? Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le Thursday Show et cette semaine l'émission aura un petit goût d'européanisme. Oui, je vais le dire, parlez-vous français? C'est pas du tout l'accent européen, mais j'avais envie de le faire comme ça. Avant de vous expliquer le programme de cette émission, on va d'abord vous présenter mes deux acolytes. Toto, comme d'habitude, comment ça va? Ça va super. Fidèle au poste. Bah, moi, je suis là rien sur mon canapé, peinard, tranquille, comme un jeudi. Sacha Erwan. C'est pas un canapé, par contre. Ça peut être un canapé. Sacha Erwan, que j'ai gagné, j'ai remporté le Qui suis-je lundi. C'est vrai. Sports, dans la libre antenne. C'est vrai. Et que mon but c'est de faire un grand chelem de semaine. C'est vrai. Donc je ne pense qu'à ça. Mais tu auras un sacré challenger. Alors certains, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, vous l'avez peut-être pas reconnu parce que depuis ça a creusé fort ici sur la Calvate. Mais c'est notre ami Adjolala de Bein Sport. Comment ça va? Comment ça va? Non, tout va bien, tout va bien. C'est vrai que je suis pas le meilleur au quiz, donc t'as tes chances. Non, méfie-toi quand même. Méfie-toi. Non, je peux être bon, mais il faut vraiment un thème qui me va bien et tout. Je suis pas le meilleur au quiz. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mais on t'entend et on t'entend régulièrement sur NBA Extra. Toujours en pleine forme. La famille va bien là-bas? La famille va très bien. Ma famille NBA Extra va très bien. En plus, Yann est arrivé dans l'équipe maintenant. Yann est arrivé dans l'équipe, un Béninois encore dans l'équipe, et il déroule sur le SNL. Il nous ramène sa bonne humeur, ses analyses. Grand pro, Monsieur Maimi. Parfait, on est entre de bonnes mains là-bas pour apprendre le métier, je sais de quoi je parle. Au programme, donc, on a dit les news, un débat sur Sékou Doumbouya. C'est vrai qu'on a assez peu parlé des Français, encore moins de Sékou. Sékou, cette semaine, qui s'est fait couper par les Lakers. On a passé quelques coups de fil, on a eu quelques petites infos et on avait envie de parler de Sékou Doumbouya. Il n'y a pas si longtemps que ça, drafté par les Pistons, 15e quand même de la draft. Et aujourd'hui, qui te retrouve sans équipe. On lui souhaite évidemment le meilleur, mais on veut parler un petit peu du cas Sékou et de parler notamment de la suite. On fera un focus sur un mec qui, lui, pour le coup, cartonne, un laiton, un grand sgeg de 2,21 m. C'est Kristaps Porzingis, que j'adore appeler Porzingus, mais vu ce qu'il fait en ce moment, je crois que je vais continuer à le respecter et l'appeler Porzingis, parce qu'il semble avoir trouvé la bonne formule avec son nouveau coach à Dallas, notamment un certain Jason Kidd. Et puis on finira, comme Thomas l'a dit, avec le quiz de Tom. C'est vrai que pour l'instant, même si c'est pas beau, c'est toujours moi qui ai eu les qui suis-je. Là, Thomas, 100% faire des ouais, choses alors, mais pas, alors avec des buts de la main, hors jeu, des VAR chelous, sans célébrer. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis invaincu. Non, mais c'est qu'en fait, parfois, le qui suis-je, quand il dure trop, tu le dis, ah, mais c'est lui, ah oui, c'est lui, ah ouais, ok. Marquis Daniels, et la semaine dernière, on était sur quoi? Tu m'as battu déjà? Il y a quand même eu un qui suis-je, où j'ai trouvé Deshaun Stevenson, et Tom, il était là, il fait... Non. Ah si, c'est lui. Ah voilà, si, c'est lui. Donc pour célébrer, c'était dramatique. Pire qu'un but validé par la VAR. Ah ouais, voilà. Catastrophique. Avant de rentrer dans les news, je voulais qu'on fasse une petite promotion pour nos nombreux réseaux sociaux, dont un, c'est TikTok. Alors je sais que vous avez l'habitude d'aller sur TikTok pour des choses un peu différentes que du basket, hein. Bande de coquins, parce que moi je suis entouré de mecs qui vont sur TikTok pour des drôles de raisons. Il n'empêche que First Team a un compte TikTok et allez-y, on met beaucoup d'extraits d'émissions là-dedans, avec de nos invités, notamment aussi de nous sur des émissions, et c'est plutôt cool. Ouais, et puis aussi des petites interviews, parfois un peu à l'ancienne, j'ai envie de te dire. Par exemple, Kobe qui va discuter de quelque chose, on va le mettre. Et puis des petits formats courts sur, devant un fond vert, pardon, comme voilà, ton dernier, là, le top 5 des pivots de ce début de saison NBA. Il y en aura bientôt sur les légendes. Là, je suis en train d'en écrire un sur Larry Bird, voire peut-être sur un match de légende. J'hésite entre un match de Kobe ou un match de D. Wade. Il fait les deux.
on peut faire les deux. Bah oui, bosse un peu. T'as raison. Bosse un peu. Donc voilà, allons sur TikTok à fond, puisque c'est le réseau de la jeunesse, et le réseau qui envoie du fer en ce moment. Bon, allez, Joe, il est une énorme dalle, donc c'est vraiment le moment d'envoyer les news. Hein. Pardon mon Polo, je t'ai lancé les news comme on met une demi-volée dans les couilles et t'étais pas prêt. Pas grave. On enchaîne, on commence avec les Bucks. On a envie de commencer avec le plus chaud. Les Bucks qui ont lancé leur saison. Et quoi de mieux pour lancer sa saison que jouer contre les Lakers. Désossage en règle. En plus, les Bucks ont pu récupérer notamment Middleton. Victoire 102-109 avec, vous le voyez en bas, un Giannis Antetokounmpo de gala. Horton Tucker, lui, a fait un bon match mais n'a rien pu faire. On a été impressionné hier par le volume de jeu, encore une fois, de Giannis Antetokounmpo. Ce qui me chagrine, c'est que je vois pas le 3 sur 4 à 3 points de Giannis. Et ça, faut le mettre. C'est vrai. Non, mais oui, c'est du désossage inarrêtable, Giannis, incroyable. Chris Middleton qui fait pas un super match, qui a mis des points clutch à la fin, mais qui fait pas un gros match. Moi, j'ai plus envie de parler peut-être de la faiblesse des Lakers, mais chapeau aux Bucks qui ont fait le taf. C'est un match important parce que les Bucks ont connu un début de saison un peu compliqué, les champions en titre, beaucoup de blessures, absolument, beaucoup d'absents dans cette conférence Est avec pas mal de surprises et beaucoup d'équipes avec des bilans un peu équilibrés. Les Bucks en font partie et on aime bien dire qu'on lance des saisons, bon, en général le premier match, mais parfois avec ce type de confrontation, c'était vraiment la grosse affiche d'hier soir. Les Lakers ont fait un bon match globalement, ça s'est pas joué, il n'y a pas 40 points d'écart comme on a pu voir dernièrement, notamment à Portland, mais voilà, fallait mettre en avant le retour de certains cadres et ce match incroyable de Giannis, puisque c'était un duel en 1 contre 1 entre Giannis et Anthony Davis. Ouais. Il y a eu des contres de part et d'autre. On a vu vraiment un duel physique entre les deux hommes. Cette petite déclaration de Giannis, je voulais être l'agresseur sur le parquet. C'était à moi d'initier le contact, d'attaquer la peinture, faire les bons choix pour gagner. Bah, effectivement, il a démonté Anthony Davis. Il a plutôt tenu parole, comme on dit. Il a tenu parole. Ouais. C'est des vraies séquences de 1 contre 1 et il l'a démonté. Il n'y avait pas photo sur le match. Là, tout à l'heure, je préparais l'émission, j'ai vu des trucs. Je me disais, mais Anthony Davis, c'est plus défendre, quoi. Il l'a explosé. Physiquement. Ouais. Des tomards dans la gueule, des trucs. Bon, ça peut arriver. Le problème d'Anthony Davis, c'est que son langage du corps, le body language, est pas toujours des meilleurs. C'est vrai, rien que pour faire ses lacets, il se retrouvait à insulter des arbitres, c'est un petit peu compliqué. Et en attaque, il n'a pas été super bon non plus, Anthony. Non, mais il est dans le dur. Hein. Ça sera peut-être l'occasion d'en reparler, mais en l'absence de LeBron, on voit qu'il y a les Lakers ont beaucoup de mal à trouver un vrai leader, que ce soit dans les stats et même dans le leadership naturel. Quand tu vois que c'est Taylor Horton Tucker qui prend le plus de tirs dans le match, faut se poser des questions. C'est un vrai gars, c'est un vrai joueur, on est d'accord. C'est pas à lui de prendre le plus de tirs aux Lakers. Si tu vas en finale, c'est lui qui va finir MVP des finales. Il a raison, Adio. Peut-être pas en 2020, mais il ne doit pas prendre le plus de tirs. On n'est pas là pour parler des Lakers, on en parlera, mais c'est tout à fait le genre de mec que tu prolonges l'été, quand il revient de blessure, tu le mets dans le 5, il fait que des bons matchs, il se défend. Oui, c'est un vrai gars. C'est très bien. Ça vous invite quand même à regarder ce qu'il est capable de faire avant de venir me raconter vos conneries. Mais gros, mais on l'a vu, mais c'est un éclair de soleil dans la grisaille des Lakers. Mais aujourd'hui, les Lakers, je pense que leur premier chantier, c'est pas celui-là. C'est le retour de LeBron. C'est le retour de LeBron, effectivement. Et savoir qu'est-ce qu'on fait de Russell Westbrook dans le jeu, parce que ça aussi, mais bon, sinon on va passer l'émission dessus. Est-ce qu'on peut revenir sur les Bucks vite fait ? Oui, on peut revenir sur les Bucks, parce que moi, Westbrook, il n'y a que son action kata là, où il dribble comme ça, il tire, que j'ai en tête. On va revenir sur les Bucks et sur le retour des cadres. Parce que le début de saison, pour un champion de titre, il est plutôt assez moyen. Ça nous fait presque penser un petit peu aux Rockets de 95. Mais là, pour le coup, on peut l'expliquer avec beaucoup d'absents. Donc 7 victoires, 8 défaites, c'est pas ouf. Hein, ils sont 11e à l'Est. Hein, c'est même cata, on peut dire, même si on l'explique. 16e attaque NBA, 18e défense. C'est donc une équipe moyenne de NBA. Quoi. Mais honnêtement, vous êtes un peu dur parce que c'est un trompe-l'œil. Brook Lopez, ça change un peu le truc. Ça change complètement tout. Ça change tout. Il n'empêche que quand tu es champion de titre et que tu te retrouves après 15 matchs avec ce bilan-là, c'est un petit peu surprenant. Mais on voit Brook Lopez n'est toujours pas revenu 14 matchs absents. Chris Middleton est revenu hier soir. Joe Holiday avait raté 6 matchs. Et Dante Vincenzo, on oublie aussi trop souvent que le meneur défenseur qui fait un petit peu tout, arrière. Plutôt arrière. Clairement en arrière. Après, ils ont pris Grayson Allen qui est très bon dans ce début de saison pour le remplacer. Mais c'est vrai que c'est difficile de juger une équipe quand il manque autant de cadres. Donc voilà, Giannis a été très décelé. Mais c'est pour ça que c'est important de dire que ça y est, là, ils vont activer enfin à la deuxième. C'est pour ça qu'on voulait prendre cette news, c'est qu'avec le retour de Middleton et le match énorme d'Antetokounmpo, c'était dire, on tape les Lakers, attention les gars, ne nous oubliez pas, on est là. On a arrêté de sabrer les champagnes, hein, parce que ça aussi des fois on sait que on se souvient de Dallas qui a été champion, ils ont mis 3 ans à s'en remettre. Hein, le pauvre Nowitzki. Petit point calendrier, ils jouent contre Oklahoma samedi.
contre le Thunder, 2 fois contre Orlando, contre Détroit et ensuite contre Denver. C'est bon, donc c'est tu peux faire un 4 sur 4. Ça devrait aller avoir Après contre Denver, Denver, verra, en tout cas, mais ça devrait aller. Ça devrait aller, pardon. On enchaîne avec la deuxième news, et c'est un petit peu la larme à l'œil, j'ai chaud au cœur de vous annoncer ça, c'est que le Staples Center ne s'appellera plus le Staples Center. Et ça, nous là, dans cette génération-là, entre 30 et 40 ans, eh ben, ça nous fait un petit peu mal au cœur parce que nous, on a toujours connu les Staples Center, les premiers titres de Shaq et Kobe, et donc ça va s'appeler désormais la Crypto.com Arena. Crypto.com Arena. Ok, très bien, merci c'est Google histoire. Trad. Donc ça nous fait. Thomas. Non, mais moi je trouve qu'on en fait trop avec cette connerie-là. Oui, j'entends et tout. Et lui, il est pas dans le sentiment, mais lui, faut hein. arrêter. Non, Moi, ce qui m'embête, je vous le dis honnêtement, c'est que Staples Center, on a l'impression que c'est un nom sorti, genre c'est un quartier de Los Angeles. C'est déjà du naming. Oui. Donc voilà. Oui, je sais qu'en France, on connaît pas la marque Staples. Il n'empêche. Non, mais évidemment, quand je l'ai entendu, je me suis dit, ah ouais, bon, ça change, bon, ok, d'accord. Il y a plein de stades qui changent de nom. On a vu la Triple A changer à Miami. Voilà, ça change. C'est comme le United Center, le jour où ça change, ben ça fera bizarre. La Triple A, comment ça s'appelle? Ça fera bizarre. C'est un truc de crypto. C'est FTX Arena ou un truc comme ça. Bref, voilà, moi je vois juste que crypto, ils sont partout, ils ont le PSG, ils ont la F1, ils ont plein d'autres trucs. Oui, c'est pas grave, c'est clair. On s'en fout. Moi, tu sais, par exemple, je pensais à Gerland pour les Lyonnais, le stade de Gerland, quand ils sont partis à l'OL Park, bon, il y a l'OL Park, maintenant c'est Groupama Stadium. Parkwell, ouais. Là, c'est Groupama Stadium. Dans 20 ans, tu penses que les gens de 20 ans vont dire, oh, c'est grave, le jour où ça a changé de nom. Non, tu dis des bêtises, parce qu'en France, c'est différent, parce que les stades, ils ont un nom. Le Parc des Princes, ça va. J'espère qu'ils vont. Mais ça n'a rien à voir. Rassure-moi, ça n'a rien à voir. Le Staples Center. Voilà. Non, mais le Vélodrome français, on se rend pas compte que Staples Center, c'est comme Pierre Import Center. Mais voilà, c'est pas le but atlantique. C'est le Parc des Princes, on a le stade Vélodrome. Pas sur les nouveaux stades. Le Orange, machin. Voilà, le Vélodrome, c'est quand même devenu le Orange Vélodrome. Attention, l'Orange Vélodrome. Quelle classe. Personne, mais c'est écrit en gros. Quelle classe. T'as vu la classe? Justement, moi je suis un peu ému parce que lui, de toute façon, il est pas dans l'émotion. Moi, nous, on a connu le Staples Center, on y a été, on a eu la chance d'être en bord terrain. Mais rassure-moi, ils vont pas raser le stade. Tu vas quand même y aller en mars. Non, écoute, je refuse, je vais boycotter. J'irai voir UCLA à la fac, voilà. Ah bah d'accord. Et j'ai une dernière question. À quand le First Team Arena dans NBA? Putain, ça me la coiffe. J'aurai ma loge. Ah bah, évidemment, avec un lit superposé pour les petits. Tu pourras revenir en famille. On enchaîne avec une petite news qui est tombée, qui nous avait presque un peu échappé, c'est que ça fait 2 matchs que Théo Malédon est en G-League, messieurs. Ouais. Et ça, je suis pas surpris au vu du début de saison. Maintenant, quand je reprends un petit peu le rewind et la genèse du truc, c'est que je vois sa saison rookie pleine de promesses. Il choisit de pas aller en équipe de France pour préparer sa saison NBA. Finalement, il se retrouve en G-League. Ça nous plaît pas, ces histoires. Ça me plaît pas du tout. Je connais pas les tenants et les aboutissants du truc, mais en tout cas, je vois que Josh Giddey est très très chaud. Bah oui. Il en a plein les mains. Et qu'à un moment, s'il faut faire des choix, il faut faire des choix. Hein. Est-ce que c'est pas mieux pour lui de jouer en G-League que de rester au bout du banc? C'est mieux pour un mec de cet âge-là de jouer. Voilà. Maintenant, moi je te dis, je vais pas en équipe de France, je fais pas les jeux, je prépare ma saison. Moi, ça, c'est des discours qui tiennent plus. Oui, non, t'as raison. Honnêtement, on peut être un peu déçu de cette décision. Maintenant, il faut que Théo prenne ça comme une opportunité. Pour moi, il doit aller en G-League, il doit démonter la G-League et il doit refaire sa place dans le roster. Voilà comment je vois les choses. Après, ces décisions, ça le regarde au bout d'un moment. Il a pas envie. Là, il a fait l'impasse sur un été, on peut le démonter pour ça. Oh, il a 20 ans. Moi, je souhaite qu'il soit à Paris 2024 et qu'il soit très bon. Mais c'est évidemment, donc que ce soit une opportunité. C'est évidemment tout ce qu'on le souhaite, mais bref, on est toujours un petit peu surpris par je prépare ma saison. Et Kevin Séraphin nous avait fait ça aussi à une époque. Tu te souviens, il nous l'a confié lundi. Il nous l'a confié lundi soir. Il me dit, tu sais, moi, une fois, j'ai dit, je vais pas en équipe de France, je prépare ma saison. Et derrière, en fait, on m'a pas fait jouer. Oui. Et moi, je sais que j'avais fait une erreur. Voilà. Non, mais il a le recul de le dire, c'est très bien. Mais quand t'es un rookie, tu te prends un coup de pression des mecs qui t'embauchent, qui disent bon, gros, là tu vas bosser, essaye d'oublier les JO. C'est difficile de dire non. Et ces mêmes mecs-là draftent un mec sur ton poste qui finalement joue à ta place. Oui, mais c'est le business. Business au potentiel. En tout cas, il y en a un qu'on ne verra certainement pas en G-League, c'est Steph Curry, puisque notre ami, il cartonne en ce moment. Ça serait bon. Ça serait incroyable. Allez, on envoie Steph Curry chez les Santa Cruz Warriors, avec Axel d'ailleurs, qui fait encore 24 éditions. 24 éditions. Lui, il a fait le choix du G-League. Ouais, mais c'est pas le même profil quand même, c'est pas la même histoire. Je sais bien, mais. Entre Steph et Axel Toupane. Ouais. En tout cas, les Warriors, cette semaine, sont allés désosser nos amis des Brooklyn Nets, 117-99. Un super premier quart-temps, une bonne première mi-temps. Et puis après, adieu, tu avais envie de parler des Warriors. Les Warriors ont déroulé un basket bien plus léché que celui des Nets. Au-delà de parler des Warriors, j'ai envie de parler de Steph Curry. Il joue sans pression.
il est là juste pour régaler. Il sait qu'à Brooklyn, à mon avis, bon, le public de Brooklyn, c'est un peu des fans du monde entier. Les mecs qui sont à New York, qui viennent voir un match et tout. Il est là que pour kiffer. Il régale. Le score, il est fait. Et derrière, il envoie 9 shoots à 3 points. Vous avez vu la stat qui est sortie là 37, c'est le seul... alors attends, comment je vais formuler ça? Il a fait 37 matchs à au moins 9 3 points. Le deuxième dans cette stat, c'est, je sais plus qui, à 9 3 points. Klay Thompson, j'imagine. Non, c'est pas Klay Thompson. Je sais pas si vous avez la stat. C'est une bonne stat que tu nous sors, on est ravis. Non, mais l'écart, il est énorme. L'écart. Il met 9 3 points tout le temps en fait. Toi, il a banalisé de mettre plus de 6, 7, 8, 3 points. Moi, complètement de lire dans mes pensées. Il a banalisé le truc. Pour l'instant, effectivement, c'est le MVP unanime, j'imagine, de ce début de saison. Il n'empêche que les Warriors ne se reposent pas que sur clairement Steph Curry et son niveau extraordinaire. Il y a un collectif c'est un collectif qu'on retrouve, qu'on a déjà vu il y a quelques années quand il gagnait des titres. Exactement. Ça tombe bien, parce qu'hier soir, dans l'émission Clutch avec Rémi Reverchon sur Winamax TV, on a parlé de ça. Ils reprennent, alors c'est pas les mêmes joueurs, il y a des blessés, il y a des joueurs qui sont plus là, mais ils reprennent les mêmes recettes du succès. Et on se souvient que les Warriors, certes, ont gagné parce que Steph Curry était un joueur fantastique, parce que Klay Thompson était un shooter extraordinaire, parce que derrière ils ont ajouté Kevin Durant, mais ils ont surtout gagné parce qu'à l'époque c'était un collectif monstrueux. Et ce collectif monstrueux, lui, il est toujours là, et des deux côtés du terrain. Et hier, on a vu que oui, le premier quart-temps était très cool, la première mi-temps fantastique, mais qu'à un moment donné, sur le basket collectif, on a vu une équipe qui est coaché, où il y a des choses en place, et on a vu une équipe où, en fait, dès que les deux superstars sont défendus, eh ben derrière, j'en reviens, je l'avais déjà taclé un petit peu dans une des émissions, il y a Steve Nash qui est là sur le côté, qui regarde, et à part dire en conférence de presse que les Warriors sont en avance, oh, mais tonton, les matchs passent, et je vois toujours pas d'évolution collective chez les Nets, ça m'inquiète. Et oui, donc les Warriors en place, les Nets pas du tout, c'est ce que Steve Nash nous a dit. Mais avant d'aller sur la déclaration de Steve Nash, je voudrais revenir sur le débat de la semaine dernière où Tom, tu disais que l'année dernière les Warriors ne défendaient pas, c'était pas tout à fait ce que tu voulais dire. Défense moyenne. Alors je vais vous expliquer un truc, les amis qui nous ont regardés et qui étaient dans les commentaires. L'année dernière, les Warriors étaient 5e meilleure défense de la NBA au rating. Ils encaissaient donc au rating 110 points par match. 110 points par match, donc 5e meilleure défense de la NBA. Quand tu prends les stats comme ça, tu as l'impression que c'est une super défense. Sauf que cette saison, ils sont à moins de 100 points, ils sont à 99 points encaissés au rating. C'est une progression. C'est une énorme progression, parce que là, on parle de défense all-time quand tu es sous les 100 au rating, et que si on transposait la défense des Warriors, donc toujours au rating, à cette saison, il ne serait que, donc avec 110, il ne serait que la 25e défense. Donc ce que je voulais dire l'année dernière, c'est que en fait les défenses se sont pas adaptées, mais la NBA a un peu changé entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, on l'a beaucoup dit, c'était portes ouvertes, il y avait énormément de points, énormément de possessions, et on comprenait pas trop ce délire. Cette année, en fait, tout a un peu baissé, notamment des stars qui ont des pourcentages qui baissent. Et bien voilà, la défense des Warriors est devenue d'une défense moyenne, si on avait été cette saison, à une défense qui est peut-être all-time. Donc j'étais tout à fait dans le vrai. Très bien, voilà, bravo. On aime quand tu réponds comme ça. Et on adore échanger avec vous, n'hésitez pas d'ailleurs. Son propre avocat. N'hésitez pas. Lui, il n'a pas vu ça. Il veut plus me défendre. Il a pas vu. Non, mais c'est terminé. Moi, je suis trop dans les histoires au bout d'un moment. On va parler un petit peu des Nets et on va reprendre cette déclat donc de Steve Nash qui moi me fait vraiment rire. Je pense qu'on va se le faire bientôt, Steve Nash. Je crois simplement qu'on n'est pas encore dans la même catégorie. Mais tonton, qu'est-ce que tu branles en fait? Attends, on va enchaîner une deuxième déclat où là, vraiment, nous avons commencé la saison en misant sur la continuité de l'année dernière. Tout a été abandonné quand Kyrie n'est pas revenu. Mais rassure-moi, dis-moi l'année dernière, Kyrie il est blessé dans les playoffs. Qu'est-ce que raconte Steve Nash? Alors, j'ai pas trop envie qu'on aille loin dans le débat Steve Nash parce que je crois qu'on va se le garder pour un prochain First des choses. Ça mérite vraiment une belle enquête autour de ça. Mais juste, Joe, dis-moi toi ce que t'en penses du coaching de Steve Nash. Bah c'est sûr que si tu compares au coaching de Steve Kerr, ça n'a rien à voir. Mais il avait peut-être des projets en début de saison avec Kyrie, il n'a pas su rebondir. Il a perdu quand même des joueurs à l'intérieur, c'est compliqué. Le coaching de Steve Nash, moi je vois aucun coaching. C'est tiens Harden, tiens Durant. D'accord. Et merci. Voilà, on se débrouille. Je vois aucun coaching. Donc ça va dans le sens d'Erwan et en fait le troisième quart-temps va complètement dans le sens que tu dis depuis qu'il est à la tête des Nets, c'est-à-dire que évidemment que quand tout va bien et quand les trois sont sur le terrain, en fait t'as presque rien à proposer en attaque tant ils sont forts, même si tant qu'à faire autant proposer des trucs. Sauf que dans le troisième quart-temps ils sont en galère. Et que James Harden joue beaucoup de ballons, et que KD a plus ses positions de la première mi-temps où il est efficace de ouf, et donc il y a 35-18, ils sont démontés offensivement et défensivement, et que le coach, t'as l'impression qu'il est là sur le banc et qu'il regarde le match. Moi je te dis, il est arrivé avec un petit peu cette posture de je suis un coach joueur, il n'y a pas si longtemps je jouais, je suis proche des joueurs, je les comprends, je leur fais confiance, tenez la balle.
Mais gros, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, non, Non, mais tu vois, moi, je trouve que même si tu as Griffin, même si tu as Durant, Harden et Griffin, Aldridge, à un moment donné, tu dois proposer des choses. Et les Warriors, c'en est le meilleur exemple. Certes, Steph Curry est sur un nuage, mais je pense que tout le collectif qui est autour, et les mecs qui jouent sans ballon, cette espèce de basket en mouvement systématique, ben, ça le rend encore meilleur. Mais je suis d'accord avec toi. Jordan Poole en mode un peu Sean Livingston et tout, on est d'accord. Il trouve pas des rôles au mec du banc chez Steve Nash. Putain, je voulais dire un truc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, je sais plus. Tu voulais manger ce soir peut-être? Non, je sais plus, je voulais dire un truc, mais... Enfin, moi, j'ai beaucoup Non, de voilà, questions. c'est ça. C'est que Durant, il perd trop de jus à tout faire. Il doit prendre beaucoup plus de rebonds, il a pas l'intérieur, il perd du jeu à défendre, et qu'après, au troisième quart-temps, il est un peu moins frais. 0 sur 8 au troisième quart-temps. Et puis, même s'il est bien et puis dans ce match, Adjo, on l'a vu Adjo, dans ce match-là, il fait un énorme premier quart-temps, une bonne première mi-temps, mais ils sont ciblés. Ils sont pas fous, les Warriors. Ils se disent, maintenant, en face, si les deux, on arrive à les limiter, Oui. en face, vu que de toute façon, il n'y a rien prévu pour eux, mais c'est comme ça qu'ils gagnent. Moi, pour en revenir à Steph Curry, c'est le genre de match, je me lève la nuit pour voir les matchs en direct. Et ce que j'ai vu, c'est que même s'il est ciblé Durant, on l'a déjà vu mettre des tirs sur deux mecs, on l'a déjà vu enquiller des 40 points face à des grosses équipes, face à des grosses défenses. Ouais, mais c'est une pièce en l'air. Mais c'est surtout que là, il perd trop d'énergie. Il est partout, il doit tout faire. Il est partout et dans ce troisième quart-temps, il a pas. Même si c'est Kevin Durant qui peut marquer de partout, il a des zones où il est inarrêtable. Donc du post-up à gauche, du pick and pop en tête de raquette à 3 points. Même ça, on l'a. Sauf que dans Mais ce ça, on l'a troisième pas quart, il n'y avait plus rien. Mais parce qu'ils se sont fait défoncer. Donc est-ce que c'est parce qu'ils se sont fait défoncer, ils n'avaient pas de réponse, ou est-ce que vraiment à chaque fois qu'ils vont être défoncés, ils n'auront pas de réponse? Tu vois? On reproche souvent à des coachs de ne pas avoir de plan B comme Budenholzer à l'époque. Moi, je pense que Stinash, il n'a même pas de plan. Hein. Il ne vit qu'à travers ses stars. Pourtant, j'avais vu des choses un peu en place et tout, franchement, mais bon, écoute, ça fait que 15 matchs et que le but, quand même, c'est que Kyrie revienne un jour et qu'il soit prêt en playoff. Ouais, mais c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Il a le droit de bosser avant que Kyrie revienne. Ah, je lui souhaite. Voilà. On va finir avec une note un petit peu sympa. D'ailleurs, Radio, tu vas nous faire une belle démonstration. Oui, c'est vrai. Tu te souviens d'Iman Shumpert? Oui. Eh ben, tu sais que c'est devenu le premier joueur NBA à aller en finale de Danse avec les stars. T'es mal comme il a affûté, mon gars. Bah, il est pas que affûté, il danse très bien. Il danse très bien, honnêtement. Ah, non. Comment ça? Je vais pas m'épancher sur le dossier, ça me fait trop Nous, mal. en France, ça te fait mal au il y cœur? a Iman Shumpert qui fait Danse avec les stars. Aux États-Unis et en France, c'est Michou. Qu'on embrasse d'ailleurs, on l'a vu s'entraîner hier. On l'a vu s'entraîner hier. D'ailleurs, il est passé devant notre bureau. Et d'ailleurs, il cherchait un ballon. Vous avez été voir... Attendez, les gars. Mais non, Vous avez été voir l'entraînement de Danse avec les stars? Non, il était à Webedia. Vas-y, j'ai envie de me barrer, les gars. Sache que Michou, son bureau, nos bureaux Voilà, sont là. c'est un poteau, d'accord. Il Il va pas le voir à bureau là. l'entraînement de danse. Et il est venu nous demander. Alors, sa prochaine danse, on spoil. Il va devoir dribbler avec un ballon de basket. Il est venu nous demander un ballon de Sur basket. Charleston, voilà, alors j'espère qu'on va pas se faire démonter par Et il a gagné la par finale, quelqu'un Iman en disant Shumpert. ça. Il est en finale. Il est en finale face à qui? Bonjour, Ah, vous n'avez pas bossé, les Vas-y, gars. toi. Je sais pas. Après, tu poses des questions pièges en fait. Il est toujours avec sa meuf, Tiana, parce qu'elle aussi, c'est une danseuse. hein. Ouais. C'est qui en finale, Tom? Ok, très bien. Bon, enfin, tu nous connais, tu sais que le samedi soir, on n'est pas devant de Danse avec les stars. Ok, merci. Voilà, on finit sur. Mais il est affûté quand même. Ouais. Si c'était ça, l'info, il est très affûté. Il est très affûté. Plus que nous. Ouais, méfie-toi quand même. Hein. Je vais mettre torse nu à la fin de l'émission, tu vas voir qu'il y a du boulot. Allez, on finit sur cette belle blague et sur cette super news d'Iman Shumpert en finale avec Danse avec les stars. Et on va parler de notre ami Sekou Doumbouya qui lui ne danse pas avec les stars, pas du tout même en ce moment. C'est tombé cette semaine, Sekou Doumbouya est coupé par les Lakers, lui qui avait un two-way contract. Et ça nous a donné envie, avec Tom, de se poser la question de la suite de Sekou Doumbouya. C'est encore un joueur très jeune, drafté il n'y a pas si longtemps que ça par les Detroit Pistons. Donc on va d'abord, avant de rentrer dans le détail du parcours de Sekou Doumbouya, on va revenir sur le contexte. Tom. Ouais, absolument. Donc l'info de cette semaine, c'est que Sekou a été coupé donc, par les Los Angeles Lakers, alors que il n'avait pas de temps de jeu, mais que on imaginait que les Lakers avaient des projets autour de lui. Alors après quelques recherches, donc il s'est blessé au pied, et il va donc être absent pendant 1 mois des parquets NBA. Et donc les Lakers ont décidé de donner son two-way contract à Shandy, c'est ça? Shandy Brown Jr. Exactement, c'est ça. Donc un joueur qui a fait 4 ans à la fac. On dirait Sandy Brown. Un peu Sandy Brown. Ou Shannon Brown, bref, pour faire la totale. Donc un joueur qui a fait 4 ans à la fac, plutôt poste 2, défenseur, shooter. Donc si les besoins des Lakers c'était ça, eh bien ils sont allés plutôt vers lui. Donc nous on a tous pris, je pense, cette nouvelle de manière très négative. Je sais pas ce que tu en as pensé. Moi j'étais très déçu en tout cas.
Bah, le fait qu'il soit coupé, c'est très fort. Surtout, on avait énormément d'espoir. Moi, je me souviens de la draft, on en avait même parlé. J'étais venu à une émission, on en avait parlé. Énormément de talent, plein de trucs. Le fait qu'il soit coupé, il est plus contre NBA, oui, c'est très négatif de mon point de vue. Ouais, mais on est d'accord, et c'est pour ça qu'on est un petit peu inquiet pour lui. Alors, les dernières news, parce qu'on a passé quelques coups de fil aux gens un petit peu de son entourage, il va rester à Los Angeles, il va se soigner à Los Angeles. Bon, ça c'est le contexte actuel. Maintenant, on a envie de revenir un petit peu sur le parcours de Sékou Doumbouya. Tu le dis, donc on rappelle, hein, on entend parler la première fois de Sékou Doumbouya quand il est à Poitiers, il a 15 ans et demi, 16 ans, il joue déjà en Pro B, c'est en 2017-2018. Il va ensuite à Limoges pour continuer son apprentissage en Pro A. Et derrière, donc en 2019, il se fait drafter par les Pistons, où il restera 2 ans simplement, alors qu'on sait que les contrats rookies comme ça, normalement, ça dure au moins 4 ans. Surtout dans le contexte de Détroit en reconstruction. Exactement, et on se souvient que Dwayne Casey, donc, qui venait d'arriver aux Pistons, était ravi de l'avoir. On en avait même parlé avec Sékou en plateau ici. Et c'est cool qu'un coach comme ça, qui a des idées, qui va au bout de son projet, qui croit comme ça en toi, tu vois, il va revenir ici et rester, il ne retournera pas en France. Il est à nous, c'est ce que j'aime chez lui, ça sera comme un morceau d'argile pour nous. Tous les membres du staff seront sur le pont avec lui, il sera sans aucun doute à la Summer League, donc c'était avant ça, ce qui est super. Franchement, quand un coach comme ça, dur, il a une déclaration comme ça pour toi, forcément on est en confiance. C'est vraiment... Ça, je ne l'ai même pas vu, moi je ne règle pas trop les j'ai même pas vu ça, mais il me l'a dit personnellement. Et quand je suis arrivé chez lui, juste, ouais, premièrement, défense. Hein. Défense, c'est toi qui vas prendre les... Parce que moi, je vais jouer un poste où il y a à peu près les meilleurs joueurs de la Ligue qui jouent à ce poste-là, tu vois. 3-4, ouais. 3-4 et... Ouais, je vais être au charbon. N'hésitez pas dans les commentaires à m'insulter pour ce flow exceptionnel de ringard. Oh, mon gars, on dirait un mec d'une soirée étudiante, d'une mauvaise soirée étudiante. On va pas dire de ville, après on va se faire insulter. Adjo, tu parlais justement du contexte de Détroit. Quand il est drafté, on se dit que c'est le parfait contexte pour lui. Mais clairement, mais moi, ce que j'ai envie qu'on comprenne par rapport à cette histoire-là, c'est à quel point c'est dur de faire sa place en NBA. Parce que lui, il avait tous les feux verts. Il avait le talent, le contexte, le coach qu'il aime bien, il avait la dalle. Et malgré tout ça, ça n'a pas marché. C'est trop dur. Alors, et en plus, on peut ouvrir à plein d'autres Français pour qui ça marche pas fort et tout. Mais moi, j'ai pas les raisons pour lesquelles, pour lui, ça n'a pas marché à Détroit. Alors, la première saison rookie, elle est plutôt intéressante, Thomas. Il se passe des choses. Il y a un match où il y a une période où il est 17 fois titulaire sur 18 matchs. Il a une tomate de fou. Alors, tiens, tu veux le voir? Voilà, regarde. Toi, t'es venu pour kiffer. Tu veux le voir, Thomas, sur Tristan Thompson? On embrasse Bean et la NBA pour les droits à l'image. Quel dunk ça avait fait. Vous vous souvenez, dunk de la semaine, ça avait tourné absolument partout. Et on était tous à fond derrière lui. On était à fond. Et là où je te rejoins, Erwan, c'est quand vous parlez de contexte et de cette saison rookie, c'est que Dwayne Casey dit on le voulait, on est très content de l'avoir eu parce qu'il a chuté à la draft. On l'attendait top 10 de cette draft-là. Il descend à numéro 15. On disait qu'il y avait encore Blake Griffin qui était là. Et on pouvait se dire qu'il allait peut-être avoir de la place autour ou derrière ce type de joueur-là. Il arrive, Dwayne Casey dit c'est exactement le mec qu'on voulait, on va le mettre en couveuse. On dit qu'ils vont prendre le temps pour le façonner. C'est exactement ce qu'on voulait, parce qu'on connaît sa jeunesse, et c'était d'ailleurs le plus jeune joueur de la draft, draft. Et dans cette saison rookie, il joue pas beaucoup, et puis tout d'un coup, il y a une blessure de Blake Griffin, comme d'hab, et là, il est titulaire. Et pendant cette séquence, donc 17 fois titulaire en 18 matchs, il est à 9 points par match, il met des tirs, il monte des choses, il fait un match à 24, il fait des doubles-doubles. Voilà, on se dit que sa carrière NBA est lancée. Tout le monde en parle d'ailleurs, parce que vu son profil, vu son potentiel, il avait une hype. Malheureusement, ça n'a pas duré. Alors, ça n'a pas duré, puisque la saison d'après, on ne retrouve pas ces belles promesses de cette saison rookie, ce qui est un peu surprenant, puisque finalement, le contexte n'a pas tant changé. Quoique, il y a aussi ce contexte. Et c'est vrai que quand on parle un peu avec les gens de son entourage, et qui te disent, ouais, mais la deuxième saison, en fait, le contexte ne change pas. Mais oui, il change quand même, parce qu'on se souvient que Blake Griffin veut être absolument tradé. Enfin, les Détroit Pistons veulent absolument trader Blake Griffin. Lui, il veut un buyout. Lui, il veut un buyout. Donc, ils veulent pas, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils le font jouer 40 minutes. Il rejoue beaucoup plus. L'autre, il veut plus jouer, donc tu fais jouer un mec 40 minutes, qui n'a pas envie de jouer. Et on se souvient des parodies de basket que ça a donné. Il est blessé à moitié. Et clairement, le premier à pâtir de ça, c'est Sékou Doumbouya. Et c'est vrai que même quand après Blake Griffin est tradé, finalement, il n'est jamais rentré dans sa saison. Il va faire une saison moins bonne que sa saison rookie. Tu vois, on a dit que c'était le bon environnement pour lui, et on en était sûr à l'époque. Est-ce qu'avec le recul, ça l'était?
Bah, je pense que oui, quand même, parce que quand il y a rien devant toi, et ben, c'est à toi de te faire ta place. C'est pour ça que quand Tadio parle de la difficulté de se faire sa place en NBA, ouais, on a l'impression aujourd'hui, et d'ailleurs les jeunes potentiels ont l'impression que, en fait, d'aller en NBA, c'est déjà une finalité, voilà. Mais quand on parle avec les anciens, nos anciens, merci, là, les jeunes retraités, ils disent, mais en fait, mec tu mets ton pied en NBA, gros, il y a tout à faire maintenant. Il y a tout à créer, encore plus. Absolument, quand t'es européen, quand t'es non américain. Donc, est-ce que c'était le bon contexte? Je pense que ça l'était. Est-ce que Sékou a tout fait pour réussir en fait à Détroit? Ça, c'est une autre question qui est, malheureusement, la réponse elle est plutôt négative. Sachant qu'en parallèle de cette saison, de cette deuxième saison compliquée en NBA et à Détroit, il y a son agent Bouna, Viacom Sport, qui arrête de travailler avec lui. C'est la première fois qu'on voit ça. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça chez Bouna et comme sport, et c'est quelque part aussi peut-être un signe qui va dans le sens de ce que tu viens de dire. On se dit, en fait, c'est compliqué à gérer ces coups. Moi, je sais pas. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche pas, dans tous les sports d'ailleurs, on parle de l'entourage, des mecs. Moi, je connais ni Sékou Doumbouya, ni son entourage. Mais à chaque fois, l'analyse, c'est quand ça marche pas, l'entourage, ça a peut-être créé des choses néfastes et tout. Mais quand ça marche, il y a le même entourage. Je sais pas, moi, je connais pas les potes de Kevin Durant, mais je suis pas sûr que ce soit des mecs qui ont fait Harvard. L'entourage, on n'en parle que quand c'est négatif. Alors que même quand ça marche, les joueurs, ils ont à peu près tous le même entourage. Ils viennent certainement des quartiers, nanani, nanana, moi je sais pas. Mais dès que ça marche pas, on parle de ce côté-là. Alors que je suis pas sûr que ça ait à voir vraiment, tu vois. Moi, je sais pas. Je parle pas de l'entourage. Je parle pas spécialement de l'entourage. Moi, on a appelé un peu des gens de son entourage pour avoir des infos. On parle pas d'entourage. Je parle juste qu'à un moment donné, Sékou s'est fait cette mauvaise réputation-là, qui correspondait à. Elle est basée sur quoi cette mauvaise réputation? Elle est basée sur le fait qu'à un moment donné, sa deuxième saison, il confirme pas sa saison rookie. Quand t'as 20 ans, c'est quand même emmerdant qu'un mec de 20 ans progresse pas. Et qu'à un moment donné, son agent, qui est quand même un agent reconnu dans le métier, dit j'arrête de bosser avec toi. Ça, c'est des signes où tu te dis. Merde, est-ce qu'il y a peut-être un problème Sékou Doumbouya? Ça veut pas dire que c'est son entourage, loin de là. C'est un bon argument, c'est un bon argument. Et puis tu parlais de mauvaise réputation. J'ai l'impression quand même que Sékou fait partie des joueurs français qui ont peut-être la pire réputation. Hier soir, on a posé la question, comme tous les mercredis soirs, la question du débat, c'est quoi la suite? Moi, j'étais très surpris des commentaires. Il y a beaucoup d'ironie. Il y a beaucoup de. Il va aller en Chine, tu vois, ce genre de choses. Non, mais moi aussi, je le lis, je l'entends. Mais c'est quoi? C'est basé sur quoi? Sur les faits? C'est quoi les faits? Tu vois, mais les faits, je viens de te les dire. Hein. Et après, pas plus, c'est juste, il joue pas, donc on lui donne une mauvaise réputation. Non, mais c'est Nadio, on peut pas. Sur sa deuxième saison avec Détroit, alors certes, il y a le contexte, on l'a dit, Blake Griffin. Voilà. Quand un mec sur ton poste direct, on lui fait. Superstar, on le fait jouer 40 minutes alors qu'il est sur une jambe, et pour lui dire, gros, prenez-le, parce que. Et que toi, du coup, il jouait à l'époque, il jouait 2-3 minutes. Donc certes, il y a ce contexte-là, mais le fait qu'en parallèle, en général, ton agent te parle, te dit, gros, attends, ça va se décanter, nana. Là. Voilà, bref, en tout cas c'est le contexte. Maintenant on n'a pas toutes les infos, t'as raison, on n'est pas dans la vie du joueur. Non, c'est clair. Il n'empêche que... Après on est d'accord que Bouna a dû lui dire et que lui, Bouna, il a les vraies infos. Et donc en tout cas, deuxième saison très décevante du côté de Détroit. Et pourtant il joue 56 matchs la deuxième saison. Il y a ce trade du côté des Nets qui est une fausse bonne nouvelle, puisque finalement il va pas être gardé par les Nets, il va être directement envoyé à Houston, mais on se dit peut-être Houston, alors que c'est même plus la reconstruction Houston, c'est vraiment, il commence à l'an zéro, quoi, tu vois, c'est avant Jésus-Christ carrément. Et je dis qu'un potentiel peut-être comme ça peut, pourquoi pas les intéresser? C'est pas le cas. Il est trade de 5 minutes plus tard. Il est trade 5 minutes. Je pense qu'à Houston, je pense que son nom, ils ont à peine eu le temps de l'écrire, il avait déjà coupé. Après, il y a du monde, il y a Tate notamment sur le poste, bref, il croyait pas en ce projet. Par contre, ce qu'on a appris en appelant son entourage, c'est que les Lakers, ils sont allés le chercher parce qu'ils aimaient le profil Sékou Doumbouya. Alors après, il y a cette blessure. C'est vrai qu'il a fait que 2 matchs avec les Lakers, mais j'ai l'impression que sur ces 2 matchs, il a montré un petit peu de l'envie. Il a montré des choses. Et cette blessure, 8 et 10 points. Et cette blessure-là, pas 8 et 10 points, 8 et 10 minutes, et il a mis une fois 10 points. Et cette blessure-là en pied, en fait, il la traîne depuis un petit bout de temps. Il est rentré dans une mauvaise spirale de dire, faut que je me montre. Donc je prends pas le temps de me soigner. Et finalement, ça a amené un petit peu à ça. Mais les Lakers, c'est intéressant, et ça va ouvrir un petit peu la suite aussi pour ce mec-là, c'est qu'il a encore la cote en NBA, en fait. Quand il est coupé par les Rockets, il y a des équipes NBA, beaucoup, qui ont appelé et qui se sont renseignés. C'est bon signe.
Ça, c'est très bon signe. Et c'est vrai que, en fait, avec notre prisme et pour Français. tous les observateurs, fans de NBA, on prend les infos comme ça, content. Il se fait couper. T'as la sensation qu'il va retourner en Europe. Sauf que ce qu'on a appris, c'est que Sekou avait une vraie cote, que son potentiel intéressait beaucoup de monde. Au-delà de tout ce qu'on a dit de peut-être cette mauvaise réputation, c'est un profil qui, à terme, peut devenir intéressant dans un roster NBA. On rappelle qu'il n'a que 20 ans. Il est né le 23 décembre 2000, donc il a 21 ans à la fin de l'année, donc il est encore vachement jeune. Regardez, on a mis son profil. Pourquoi il peut intéresser des équipes NBA? Son physique, évidemment. Donc, il est très précoce physiquement, c'est pour ça qu'il a pu jouer en pro dès ses 15-16 ans. 2m03, 107 kg, des longs bras, tout pour être un super défenseur de NBA. Il a du ballon, absolument. il a des bonnes mains. Oui. Il a des bonnes mains, absolument. Ses qualités, c'est donc la défense et à terme une adresse à 3 points qui doit lui permettre d'être ce 3&D qu'on espère le voir devenir un jour. Et puis le dernier truc, c'est évidemment son potentiel. À 20 ans, on fait jamais une croix sur un mec de 20 ans parce que Évidemment. il n'est pas fini. Voilà, c'est un joueur pas fini malgré déjà son petit bout de carrière en pro. Après, le truc, c'est vrai que maintenant, à 20 piges, il a déjà fait 3 franchises, qu'il est coupé de son contrat rookie, qui est censé durer 4 ans. C'est vrai que c'est un début de saison, un début de carrière un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que par rapport à sa réputation de... Personne dit que c'est un mauvais gars, il n'y a jamais de bruit d'écho. Nous, on l'a reçu, voilà, c'est un très bon mec. C'est un super mec, il est souriant. Après, il fait un peu, allez, entre guillemets, un peu tête en l'air, pour pas dire branleur, comme diraient les plus anciens, nos darons. Maintenant, quand tu parles avec ses potes, ils disent, mais attends, moi, quand je rentre en France, moi, il tape chez moi, à 7h, il me réveille pour qu'on aille s'entraîner. C'est un bosseur, il a un énorme mental, et il croit plus jamais, plus que jamais en sa réussite en NBA, et qu'il veut se donner les moyens. Bah, c'est sur ça qu'il doit capitaliser. Si c'est un bosseur et s'il a du talent, normalement, il n'y a rien qui pourrait l'arrêter. Donc se soigner, ça c'est la première des choses, hein, peu importe le sport, peu importe le sportif que tu es, se soigner. Et maintenant, on va se poser la question de ce débat, c'est quelle est la suite pour Sekou? Parce que ce free and D, moi c'est ce profil de free and D qui m'intéresse. Toutes les équipes en NBA recherchent ce free and D. On a fait une comparaison de joueurs plutôt flatteuses pour lui. On a pris Trevor Ariza, Robert Covington et James Posey. Moi, je vois 2 mecs champions NBA déjà dans ces gars-là, et je vois un mec qui met des 12, 13 points, 14 points par match par moment. Qui a déjà mis maintenant. Et qui est très demandé, Robert Covington, par pas mal d'équipes. C'est vers ça qu'il doit tendre. Et Trevor Ariza, c'est le meilleur exemple. Trevor Ariza. Oui. Alors, la différence, c'est que Trevor Ariza, quand il arrive, il joue tout de suite. Il est dans les équipes qui gagnent, notamment les Lakers. Et que lui se prend à rêver à peut-être devenir aller All-Star un jour. Donc je me souviens d'une vidéo d'ailleurs un été où il s'entraîne à dribbler et tout. Finalement, il n'a jamais vu faire ça en NBA. Mais donc derrière, il s'est pas réinventé, mais il a compris son rôle. Et à Houston, ça devient un des meilleurs joueurs sur ce type de profil-là. Clairement. Donc pour Sekou, en fait, ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il comprenne son rôle en NBA. Pas qu'on ne dise pas qu'il l'a pas compris, mais en tout cas qu'il tende vers l'efficacité de ces joueurs-là. C'est-à-dire que tous les soirs, il va défendre sur LeBron, KD, voilà, tous les meilleurs joueurs sont sur le poste 3 de toute manière, et il doit avoir cette efficacité en attaque, parce que les seuls défenseurs n'ont pas leur chance en NBA. Il faut aussi que tu sois capable d'être efficace dans le corner sur des tirs ouverts. Donc voilà vers quoi il doit tendre, et moi je pense qu'il a le potentiel pour le faire. Juste petit quiz entre parenthèses, Trevor Ariza, tu dis qu'il arrive dans une équipe aux Lakers, il joue tout de suite. Est-ce que tu sais où il commence sa carrière? Il va au Magic après. Ouais. Ah, Tu te souviens? Rapidement. Non, j'ai pas. À New York. Ah oui, à New York, grave. New York. Oui, mais oui, à New York, t'as raison. Voilà. Le gars a déjà fait New York et LA en 3 ans et un titre. Bravo. Donc on va se poser donc cette question, c'est une grande question du débat, et on veut vos avis aussi dans les commentaires. Il y a certains qui ont répondu sur Twitter, on va les prendre juste après. Donc on a pris ces 3 options, on n'a pas mis la Chine, parce que la Chine, on a l'impression que c'est quand même une petite mort, mais quoique tu prends quand même du cash. Hein. Donc il y a un retour en NBA, ce qui semble être pour lui déjà sa priorité, il a bien raison. Maintenant, attendre l'opportunité, on sait que c'est aussi une histoire d'opportunité. La G-League, qui peut être un vrai tremplin, on l'a vu, et un retour en Europe, et on voit à l'image d'Eli Okobo, qui n'est pas du tout sur le même poste, mais ce qu'est en train de faire Eli Okobo avec l'Asvel en Euroleague, je peux dire qu'Eli Okobo l'année prochaine, il se donne toutes les chances de pouvoir retourner en NBA sur un poste très concurrentiel, il faut l'avouer. Tu dis quoi, toi, alors? Moi, Qu'est-ce que tu imagines? Encore, Eli Okobo, un autre exemple c'est tellement dur de se faire sa place en NBA, parce que lui aussi, il avait tout, et il est obligé de revenir. Il était blessé plus d'1 an aussi. Moi, je sais pas, je connais pas assez le truc pour dire, si tu te fais oublier 1 an, est-ce que tu peux revenir? La NBA, c'est très très compliqué. Je lui souhaite la première option, qui reste, qui se soigne et qui retrouve un contrat et qui refasse sa place dans J'ai quand même envie de te dire que quand tu as un profil free and D, par rapport à un profil combo 1-2, c'est comme vous mettre free and D pour trouver une place en NBA. Hein. Parce que les combos aux États-Unis. C'est pareil. Poirier, c'est à l'intérieur, c'est un profil différent. Il n'a pas réussi à faire sa place en NBA. Tu vois, il y a tous les contre-exemples. Moi, ce que je lui souhaite, c'est qu'il soigne son pied.
et qu'il trouve un roster pour refaire des cartons. Moi, je l'imagine signer dans une franchise NBA et après avoir quel sera Faire le des projet. allers-retours. Je pense que la G-League, et on parle souvent d'Axel ici, d'Axel Toupane, ça doit te servir de tremplin. Axel Toupane est champion NBA l'année dernière. Alors je dis pas qu'il a eu le rôle de l'année avec les Bucks. Non, mais il a en vécu playoff, un truc, mais il est dans le roster. Oui, il vécu est champion un NBA, truc. il a sa bague. Il a Donc, sa bague, c'est clair, mais est-ce qu'il a réussi à faire sa place en NBA? non, pas encore. Et donc il repasse par la case G-League. Après, la différence entre Axel et Sekou, c'est qu'il a un potentiel de ouf vu qu'il a que 20 ans. Donc, moi, je pense qu'il il va finir la saison, en tout cas, je lui souhaite, il va finir la saison 1 NBA, la G-League peut-être, mais en tout cas, dans un projet, dans une équipe qui va dire, peut-être que toi, l'année prochaine, après, avec tout ce que tu peux nous montrer en G-League notamment, eh bien, tu auras ta place. Sur le banc peut-être, mais en tout cas ta place dans le roster. Et puis on sait que quand tu es un sportif de haut niveau, tous ces contretemps, toutes ces déceptions, puisque d'être coupé, d'être tradé comme ça, Des je pense opportunités. que ça peut te rendre des fois. On sait qu'à 20 ans, tu te nourris des fois un petit peu de sang, mais ça te permet peut-être. On espère en tout cas qu'il arrivera à chercher ça. Donc Et voilà, c'est cool. toi, Erwan, tu dis quoi? Moi, je crois qu'il a tout pour réussir en NBA. Hier, je te dis, on a passé pas mal de coups de fil et ça m'a rassuré ce que j'ai entendu par rapport à son cadre de vie, sa manière de manger, sa manière de s'entraîner, l'évolution qu'il a eue, par exemple, depuis ses 15 ans à Poitiers. En fait, il s'est structuré. Alors, ça se voit pas. C'est vrai que nous, quand on l'a reçu, tu vois un mec qui veut tricher au quiz, qui rigole, et tu te dis, en fait, il n'est pas encore si mature que ça. C'est un jeune. Et quand tu parles, en fait, avec des gens autour de lui, ils disent, en fait, si, il s'est mis un cadre, il est vraiment dans ce mindset-là et tout. Alors, entre ce que te disent ses proches, parce qu'ils vont pas te dire le contraire, la réalité à Détroit, j'ai pas réussi à me faire ma place alors que c'était une équipe en reconstruction. Mon agent, le plus grand agent français NBA, m'a lâché. Voilà, je pense que la vérité est certainement entre les deux. Maintenant, moi, je crois que ce gars-là, avec ce physique, et on l'a vu en plus. C'est pas comme si on l'a jamais vu, on fantasme pas. On était tous en train de dire sa saison rookie, quand il est 17 fois titulaire sur 18, là, on se dit, ah ouais, non, mais en fait, il est fait pour ça. C'est plus qu'un fantasme. On est il peut le faire. Donc personne ne dit qu'il doit revenir en Europe, faire des cartons. Moi, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt qu'il se soigne. Pour moi, c'est la priorité des priorités pour un sportif de haut niveau. Se soigner. Et là, on sait que l'NBA, des fois, il y a une petite porte qui s'en trouve. Et là, il faut la défoncer à coup de marteau. Voilà. Clairement. Voilà ce qu'on lui souhaite à ses coups. Et puis même, si on se projette sur l'équipe de France, tu vois, Nico Batum, sur le poste 4, on a quand même toujours des problèmes. C'est Nico Batum qui joue poste 4. Nico Batum, il n'est pas éternel. Donc voilà. Donc c'est des bonnes perspectives aussi pour l'équipe de France. C'est déjà avec Amath Ndiaye, hein. Mbaye. Non, Matt Mbaye, mais il n'est pas tout jeune, Matt Mbaye aussi. Je sais, mais t'es dur, on n'a pas de poste 4, je trouve. Mais il était parce qu'il était blessé au JO. C'est vrai. Il était blessé au JO. Maintenant. C'est vrai. Matt qu'on adore, grand joueur de Fortnite ou de. Oui, de jeux vidéo. Reste large. Je vais rester là. Il a dit quoi, Polo? Plutôt Call of Duty, voilà, c'est notre Polo. Polo n'aime plus le basket. Polo maintenant il n'est que dans le gaming, il va juste prendre un chèque pour faire la réal. Voilà, c'est cool. Si tu nous écoutes, en tout cas, on te souhaite le meilleur et on espère te revoir rapidement sur les parquets NBA. Maintenant, on va parler d'un mec qui lui est bien sur les parquets NBA et qui régale. Les commentaires, t'as raison. On vous a demandé votre avis sur les commentaires, on va les prendre. Ce serait quand même la moindre des choses. Vas-y, balance la sauce. Je vais te le dire, Erwan, parce que je sens que t'es en travers. Je vais chez Loftalmo tout à l'heure. Alors, donc tu verras la semaine prochaine. Je lui souhaite de rebondir dans une moins grosse cylindrée. Il pourrait être un apport pour les équipes qui manquent de grands comme Boston ou dans un roster jeune comme OKC ou Orlando. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. D'ailleurs, c'est une question qu'on ne s'est pas posée. Est-ce qu'on préférait le voir dans un gros projet qui vise le titre, un contender, ou dans une équipe qui lui laisse un peu de... un peu plus de liberté. C'est moins gros cylindré, on l'a vu à Détroit, ça a pas. C'est vrai. Houston, c'était moins gros cylindré, ils lui ont même pas donné sa chance. En tout cas, lui, Persey Jackie, souhaite le voir en NBA. On enchaîne avec la NBA, avec la NBA ou la G-League. C'est Greg qui nous dit s'il veut rester visible en NBA, il faut qu'il trouve une place en G-League ou qu'il trouve un two-way contract dans une équipe en reconstruction où les jeunes jouent Rockets, OKC, Orlando. Encore une fois, un peu le même état d'esprit. On enchaîne avec l'Europe carrément ou la G-League. C'est Da Silva Dionysos qui nous dit deux choix possibles, l'Europe ou la G-League. Il doit se redonner du crédit auprès des franchises NBA. Ça se tient. Il faut se retrousser les manches et se remettre en question car il a le talent. En 2022, dire retrousser les manches, c'était dur. Point positif, détail, il a 20 ans. Faut mettre le bleu de chauffe. Faut mettre les petits plats dans les grands. Ouais, mais ça, c'est des phrases qu'on pourrait retrouver dans un beau carnet de voyage. C'est vrai. Il avait pourtant paru sérieux au CSP. Voilà, dernier commentaire. Alors là, Fab, il nous dit carrément, c'est l'Europe. Un gars du 13-008, c'est où ça? Plan de cul. C'est Marseille, ouais, c'est le 8e. Ouais. C'est Marguerite, c'est vers le Vélodrome.
le trait NBA semble passer, mais une longue carrière, plein de réussite, là-dedans, s'il revient en Europe, tu vois, lui, il est carrément catégorique. Et on peut l'entendre. Après, C'est assez cool de faire mentir. Après, il y a des mecs qui ont fait des carrières en Euroleague qui sont éclatés. Bien Hein. sûr, Demande à mais bon, à Larkin. 20 ans, Mais 15e choix. on est d'accord. Voilà. On est tout à fait c'est d'accord. ça. Merci en tout cas pour vos commentaires. Et cette fois-ci, effectivement, on va pouvoir refermer le dossier Sekou Doumbouya et on va pouvoir aller parler du grand sgeg laiton, Kristaps Porzingis, qui nous régale. Et c'est moi qui le dis, hein, moi qui lui taille des shorts, des shorts à franges depuis le début de sa carrière. Là, pour l'instant, bravo Kristaps, on en parle tout de suite dans le Focus. Je sais que vous adorez me voir faire des mea culpa, vous adorez ça quand je taille des mecs et qu'après les mecs s'en vont. Alors, t'avais dit quoi? Eh ben là, nous voilà en plein dedans. Des matchs. Ouais, voilà, on n'en parle pas. Là, nous voilà en plein. Une chose à la fois, s'il te plaît. Nous voilà en plein dedans, puisque cette saison, les Mavs font un début de saison plutôt correct, ont perdu Luka Doncic sur blessure pour quelques temps. Mais le mec dont on veut parler chez les Mavs cette saison, c'est bien Kristaps Porzingis. Adjo, Thomas, Ouais. on découvre presque, j'ai envie de dire, un nouveau joueur. Ah bon? Bah, moi, c'est ce que. Ok, ça m'intéresse, vas-y, je t'en prie, Toi, vas-y. tu m'as dit, il revient à l'intérieur, dos au panier et tout. Contre Denver, je l'ai pas vu faire vraiment ça, tu vois. Il a fait du Porzingis qu'on connaissait plus à New York. Moi, ce qui me gêne, bon, vous avez à en dire du bien de Kristaps Porzingis, il fait des bonnes stats et tout. Moi, ce qui me gêne, c'est, au-delà de sa fragilité, c'est comme il est tout le temps blessé, il est toujours en train de rattraper son niveau qu'il avait à New York et on l'imagine rattraper ce truc-là. Mais ça veut dire que toutes ces années-là, il a pas progressé réellement, tu vois ce que je veux dire? Comme il est tout le temps absent et qu'il essaie toujours de rattraper cette marche-là, il va jamais atteindre cette marche-là. Il court après le train, quoi. Ça se tient, ça se tient honnêtement. Hier, Non, mais c'est exactement ça. Moi, enfin, on parle souvent de Porzingis en tant que lieutenant de Luka. Moi, ma position, c'est que sur son talent intrinsèque, et je le dis très souvent ici, je pense qu'il peut suffire à Luka pour être un joueur en finale NBA. Ça, c'est ma théorie de base. Le problème, c'est les blessures. Le facteur blessure, effectivement, soit l'empêche de jouer, soit il n'est pas à 100%. C'est toujours la compliqué même chose. pour peser sur des rencontres ou un run de playoff. Ce que je vois, c'est que là, il a l'air à 100%. C'est la première chose à dire. Combien de temps ça va durer? Je leur souhaite toute la saison pour qu'on puisse en fait vraiment donner un avis sur Porzingis, parce que les joueurs blessés, à part le fait de dire qu'ils sont blessés, tu peux pas vraiment donner d'avis sur leur carrière ou sur leur performance. Moi, je vois un gars qui donc à 100% est capable de peser à l'extérieur, enfin sur pick and pop avec Luka, sur du jeu intérieur. Quand je dis du jeu intérieur, c'est pas forcément des hooks parce qu'il fait 2m21 comme un pivot. Ça peut être du fade away, ça peut être du post-up, ça peut être beaucoup de choses au vu du talent qu'il a. Oui. Moi, ce que je vois sur les derniers matchs là, depuis qu'il est revenu, c'est que quand Luka pénètre, c'est pas un mec qui reste dans un coin, enfin, ou à 45, qui va tirer. Il adore ça, il est capable. C'est un gars qui va tenter de pénétrer, couper, et donc on le voit finir souvent au cercle. Et c'est ça la petite évolution. Hier, il jouait contre les Suns. Il perd contre les Suns, les Mavs font un gros match. Luka est blessé. On sent que c'est le leader d'attaque. Il prend les 8 premiers tirs, il rate, il marque, mais en tout cas, on sent que dans l'état d'esprit, il est très agressif, et c'est comme ça qu'on a envie de le voir. Moi, t'as raison, dans l'état d'esprit, parce que moi, ta théorie de base de dire que Porzingis est le potentiel qui doit suffire à Luka d'aller en finale NBA ou d'être champion NBA, moi, j'y crois pas en l'état actuel des choses il y a quelques temps. Moi, ce que je vois de ce mec-là aujourd'hui, c'est que déjà, il s'est épaissi. Et il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse. Il s'est épaissi et il joue moins poste 4. Et aujourd'hui, Porzingis recentré sur le poste 5, il crée beaucoup plus de problèmes à l'adversaire que quand il jouait 4, il crée beaucoup plus de problèmes à son équipe parce que défensivement c'était un trou noir, parce que finalement en jouant poste 4 il passait sa vie au large. Là quand je le vois jouer poste 5, même si Jason Kidd le décale un peu sur le poste, Oui, sur il le poste commence 4, avec Poel, voilà. qui est plus dans un profil, il est plus petit, mais D'accord, plus un mais profil de c'est pivot. des formes de jeu. Allez, poste 4-5, aujourd'hui, on sait que ça ne veut plus rien dire. Tu peux mettre un 5 au large et mettre un 4 en post-up. Moi, je vois Brook Lopez. Voilà, je vois des formes de jeu quand même où il est sur du post-up. Je vois ce système ligne de fond où simplement, c'est passe lobé, il attrape, il n'a plus qu'à marquer, qui marche 2 fois sur 3. Je trouve que Jason Kidd lui a amené un petit peu les outils pour amener enfin cette alternance dans le jeu. Que je réclame depuis des années. Tu te souviens que Rick Carlisle, il disait, mais il n'est pas efficace poste bas, sur du post-up ou autre, donc il faut qu'il soit au large parce que c'est comme ça qu'il va permettre à l'équipe de briller. Moi, ça m'avait choqué. Rick Carlisle, on a beaucoup de respect pour lui. Non, mais vraiment. Mais j'ai quand même tendance à croire qu'un mec de 2m21 fort en attaque, même s'il aime pas trop la maillotche, comme tu aimes dire, Erwan, ça peut servir. De plus en qu'il plus. soit- Non, mais- même s'il aime pas naturellement, c'est vrai qu'il aime On pas a trop envie ça. de le voir un peu de haut panier. Bah, un Je peu ne de haut dis pas panier, qu'il un devienne peu. Shaquille O'Neal, mais il a le droit d'être de haut panier. Ça peut servir Et pour moi, ce chercher qui des me fautes. chagrine avec ta théorie, c'est que je sais pas si on est tous au courant, en tout cas, on sait que Doncic et Porzingis, c'est pas l'amour fou. On les imaginait très potes en fait quand il est arrivé.
Et en fait, pas tant que ça. Voilà. Donc, moi, ta théorie, j'y crois pas trop. J'y crois pas des masses. Là, tu parles sur leur entente. On a déjà vu des numéro 1, enfin, option numéro 1, option numéro 2, ne pas s'entendre. Moi, je m'en fous que ce soit pas. Non, mais d'accord. Je m'en fous, moi, que ce fasse pas des embrassades dans la night. C'est pas mon problème. Moi, ce que je vois, c'est sur le terrain. Et au vu de leur qualité, je pense vraiment que Porzingis peut suffire. Mais surtout que Doncic, il lui donne à manger sur ce début de saison. J'espère, il a intérêt. Porzingis. J'aimerais qu'on revienne aussi sur l'aspect défensif. On sait que quand il joue poste 4, il est souvent amené au large. Et là, il peut pas. Après, c'est pas sa faute, il peut pas. Par contre, le fait qu'il soit épaissi, qu'il joue beaucoup plus poste 5 et donc qu'il défende plus en protecteur de cercle, là aussi, il amène énormément plus à son équipe. On voit offensivement, je suis toujours capable de faire beaucoup de choses, mais défensivement, j'ai l'impression d'avoir fait d'énormes progrès. Et tu parlais de la progression à Joe, où toi, tu ne voyais pas peut-être progresser depuis ces années New York parce qu'il était blessé, mais finalement, il y a une progression, en tout cas, à ce niveau-là. Moi, j'arrive pas vraiment à lire. Déjà, il n'y a jamais aucune émotion sur son visage. Non, mais j'arrive pas à lire. Là, j'ai l'impression qu'il a envie et que oui, il dit qu'il a progressé. Je le vois pas forcément. Je sais pas, contre Denver, Jokic, Après Jokic, il fait ça à tout le monde. Non, mais tu vois, je sais pas. Mais j'arrive pas à lire ce joueur, je te dis. On dirait une poupée, on dirait chercher Chucky là. Voilà, y a pas. Non, mais il n'y a pas d'émotion. Chucky, c'est un tueur, attention. Non, mais voilà, il n'y a pas d'émotion et j'ai pas l'impression qu'il ait énormément progressé en défense. J'ai pas l'impression du tout. Mais de manière globale, cette année, ce qu'il propose Porzingis cette année, t'as pas l'impression que c'est quand même mieux que ces 2 premières années? Même si en stade, ça se voit pas beaucoup. Mais j'ai l'impression que dans la manière dont... Après, on reste beaucoup sur l'effet visuel, l'aspect visuel des playoffs l'année dernière, où il est passé complètement à côté. Ça se voit qu'il était pas à 100%, il était que au large. Il a été cata. Et d'ailleurs, il était cata et il était même pas deuxième option. Il avait très peu de tirs. C'est Tim Hardaway, la deuxième option. Ouais, c'était clairement Tim Hardaway qui était sur un nuage d'adresse. Donc je pense qu'on se fie aussi à une perception qui est pas la bonne. Si les Mavs veulent tenter quelque chose, ils sont bien dans la conférence Ouest, ils ont besoin que Porzingis, parce que de toute façon, pour l'instant, il est là. Donc autant utiliser les mecs qui sont là. Si un jour il est transféré pour un mec plus fort, on aura le temps d'en discuter, mais pour l'instant il est là. Autant utiliser ce mec-là à la hauteur de son talent. Ce que vous êtes en train de me dire, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire qu'en fait Porzingis, il n'a pas spécialement évolué dans son jeu, il est juste à 100%. C'est déjà le premier facteur. Voilà. Bon, c'est déjà le premier facteur. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est pas celui. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il est certes à 100%. Mais tu sens que il n'empêche qu'il y a un coach qui le fait jouer comme aucun coach l'a fait jouer en NBA depuis qu'il a commencé. Et ça, pour moi, ça change énormément de choses. Et on les connaît, les histoires NBA. Il y a des mecs, ils y arrivent pas, avec des coachs, ça passe pas, ils veulent leur faire faire ce qu'ils veulent pas faire. Et puis, boum, il y a un coach qui te comprend. Et du jour au lendemain, les choses se passent bien. Il avait été très fort dans la bulle sous Carlisle. Mais c'est vrai que Kevin Séraphin nous le dit tout le temps. Le système permet à des joueurs d'exploser. D'autres systèmes vont complètement lisser tes qualités. Donc, Porzingis sous Jason Kidd, ça a l'air d'être mieux que sous Carlisle. Quand il était fort, Porzingis, c'était quoi être fort? En fait, il était adroit. Non, franchement, moi, je te trouve. À New York, quand il est au Star, il est très adroit. Mais gros, il fait des trucs de ouf. Thomas, il fait des dribbles. Il passe sa vie à New York. Mais moi, j'ai regardé les matchs. Mais il était pas le seul à regarder les matchs. Moi aussi, j'ai déjà regardé les matchs. Moi, je trouve qu'il a raison. J'ai jamais vu un mec All-Star, à part me mettre au court, être All-Star seulement sur du tir externe. Non. Gros, il fait des trucs de ouf. Il fait des trucs de ouf, du post-up. C'est que quand il met des points, on a l'impression qu'il se dépouille en défense, il prend beaucoup plus de rebonds et dès que ça met pas dedans, il est un peu dilettant. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il se met en mode actif, dès qu'il met des points, il fait tout ce qui reste. Et il est content et il met beaucoup plus de punch et tout. Il est guidé par les points en fait. Voilà, c'est ça. Dès qu'il met pas dedans, ouais, mais t'as le droit de, quand tu mets pas dedans, moi surtout, moi ce qui me stresse, c'est que Porzingis, avant, je te dis vraiment cette année, je trouve, hier il met 21 points contre Phoenix, c'est pas un carton. Et il fait d'autres choses. Avant, Porzingis à New York, quand il faisait des bons matchs, il mettait 5-6 filoches en sortie des chiottes, et on faisait waouh Porzingis. Mais il faisait. Là aujourd'hui, s'il n'est pas à droit, prenez aussi en compte le fait qu'il n'est que 26 ans. Oui, d'accord. Et que combien de fois on a dit ici que les joueurs de 22, 23, 24 ans. Il a trouvé un coach. Peut-être, mais après il y a la maturité du mec aussi. Il n'a que 26 ans. Tu parlais de Tim Hardaway. Il met pas dedans, il va proposer autre chose, il est régulier. Bon, d'accord. C'est le meilleur exemple que j'aurais. Non, mais en tout cas, on se repose sur lui. Tim Hardaway, il a un vrai rôle. Il est régulier dans son truc. Tu vois ce que je veux dire. Porzingis, c'est toujours ça. Mais là, surtout quand t'es deuxième option, que t'as 2-20. Tim Hardaway, c'est un shooter, on lui met des systèmes, il met pas dedans, limite changement, c'est pas grave, on fait rentrer Franck qui va défendre. Quand tu fais 2-21 et que t'es deuxième option derrière Luka Doncic, tu peux pas juste te dire, ce soir tu mets pas dedans, viens t'asseoir. Voilà, et je trouve que là-dessus, qui lui a amené je te dis, je répète, j'aime cette phrase. Qui lui a donné les outils d'amener enfin de la polyvalence à son jeu. Okay. Et ça, pour moi, c'est un énorme step. Et du coup, je suis très curieux de voir la suite. Mais moi, je suis clairement, je sais plus, Zach Lowe, il avait dit la hype Dallas et tout.
J'ai pas trop capté, même les gens qui disaient que Dallas allait être champion d'ici 2 ans et tout. C'est une belle enflammade pour Luka. Non, mais C'est la hype Luka. C'est une enflammade, merci. Oui, C'est une bien sûr, enflammade. oui, franchement, si les Mavs sont finale NBA avec la conférence Ouest qu'il y a là, c'est une belle surprise. Il n'empêche, les gars, Dallas c'est quand même quatrième de la conférence Bah oui, Ouest, ça marche 9 pas. victoires, 5 défaites. Voilà, c'est aussi des stats, ça, tu vois, les chiffres ne mentent pas, contrairement aux autres. C'est une équipe qui va arriver en playoff chaque année Voilà. depuis que Luka est là. Hein. Et avec un Porzingis qui Ntilikina, était mi-figue, mi-raisin. il y a des trucs. Là, Jalen pour Brunson. le coup, moi, ta théorie c'est une vraie seconde option et on peut voir loin avec ce c'est vrai, mec-là. t'as- Si ça continue, ben, là, Tu quand je changes vois, un peu d'avis comme ben, en tout cas, je m'interroge. Voilà, quand je vois ce mec-là, alors évidemment, on veut que ça continue. Mais moi, quand je vois des mecs changer leur jeu, être plus proche du texte, tu sais, comme j'aime ça, moi, voir les mecs évoluer en disant, tiens, je comprends mieux le basket pour savoir comment on gagne. Il y en a d'autres qui le feront jamais. Ouais, mais ce truc-là, de se rapprocher du cercle, il va Pas pas au du cercle, du mastic et texte. tout. Non. Comment savoir gagner au basket? Je trouve que lui, aujourd'hui, ça y est, je trouve un mec qui comprend. En même temps, jouer avec Doncic, ça te rend, même s'ils sont pas très potes, jouer avec Doncic, ça rend meilleur. Va demander à Frank Ntilikina, on en parlait une autre fois, Qui a mis 13 points hier. qui a mis 13 points, Ça qui est fait très bon. plaisir, ça fait plaisir. Ben voilà, ça fait plaisir. Ça, faudra que je te raconte ça ouais, d'ailleurs ouais. à Super Marrakech. anecdote. Super anecdote. Voilà, on a fait le tour sur Porzingis et les Mavs. On va évidemment continuer à suivre la progression du laiton maintenant. C'est le quiz où je suis invaincu sur le qui suis depuis le début de saison, même si j'en suis pas fier. Allez, Tom Servino, c'est à toi. Allez, qui dit fin d'émission du quiz, et je suis content parce que il y a Adio qui est avec nous et il est un peu stressé, hein. Il l'a dit pendant l'émission, il faut qu'il se concentre. Moi, je crois en toi, surtout que tu as fait une petite référence à mon quiz pendant l'émission. Donc il y a moins que tu plus de brilles. pression là. Donc, voilà. Trois jeux aujourd'hui. Un jeu sur les shooters, un J'ai déjà et un Qui suis-je. Allez. On commence avec les joueurs ayant marqué au moins 3 points en carrière. Et Adio, tu peux commencer. Dans un match, dans un match. Dans un match, Parce que évidemment. 10 3 points en carrière, même Yanis Periak, on peut le citer. D'ailleurs, Yanis Periak, allez acheter son livre. Foot thérapie, on en a parlé dans la première date d'Erwan. Ouais, c'est vrai. Mais donc on en profite, il est là derrière les studios, il est venu me menacer pour que je parle de son livre. Braquage. Ouais, c'est pas pour braquage, rien, hein. c'est ça. Édition Aux braquage. éditions Braquage, et c'est pas pour rien parce qu'il est clairement venu me mettre un front en me disant parle de mon livre. Donc Yanis, je suis même pas sûr qu'il ait mis 10 3 points dans sa carrière. Par contre, c'est un super écrivain. Allez. Tout à fait. Et puis Belle plume, si je puis me permettre. mais c'est donc un carnet de voyage. Hein, c'est qui découvre. C'est pas un livre, hein. Qui découvre les plus grands Ouais, c'est derbys ça. d'Europe. C'est ça. C'est pas un livre, c'est pas un roman, c'est un carnet de voyage. C'est important de le dire. Mais allez-y, c'est une belle idée pour Noël. Non, mais sans blague. Voilà. Oui, c'est un beau cadeau. Quel enculé celui-là, il se met pas lire en plus. Bah ouais, quand on voit tes- Parce que j'ai des noms. sinon quand on voit tes quiz, On va commencer avec les joueurs. je fais Tu des peux quiz en commencer, Adio, s'il te phonétique. Je fais plaît des quiz en phonétique. Je peux commencer. Ok, Mike Brandt. Et je vais commencer facile. Stephen Curry. Oui, c'est vrai. Kobe Bryant. Oui. Ah, bah tiens. Clay Thompson. Oui. Donald Marshall. Oh, bâtard. Bien C'est joué. vraiment une merde. Alors, Sors de loin, maintenant, Là, je suis un peu strugglos. il y a combien de mecs d'ailleurs? Il y en a eu Bon, il y en a James eu Harden. une trentaine. James Harden 3 fois dans sa carrière. Ah ouais. Bud Hield. Buddy Hield, ouais. Attends. Ça vient, ça vient. 10, ça va venir, ça va venir. 10, c'est beaucoup, hein. Tu sais que pendant l'émission, tu te. Russell Westbrook. Non. Non. Pendant l'émission, tu te Bourré, trompes sur un pourquoi gars, mais bon. Tu te trompes sur un mec dans Non, tu l'émission te trompes pas sur un gars, mais tu dis, ah, je crois que c'est lui qui est deuxième. Tu sors un nom. Bon, c'est pas grave, on enchaîne. Et après, c'était il y a 2 jours, donc je m'en souviens pas, moi. Non, mais. Parce qu'en fait, c'était éliminé, Tu sais, ce qui est très très que ça, c'est d'aller sur des shooters purs. Mais Ray Allen. Pas tant, voilà. Parler de Ray Allen. T'as dit Westbrook en Ray Allen. T'es un énorme bâtard quand même. Bon, Westbrook, il doit être à 9. Quel Corver. Balle perdue, tu veux dire. Kyle Korver. Tu me dis pas non sur quel Corver, Ah, moi, quand même. j'ai failli dire quelqu'un. Non, 10, non. Mais tu vois, non, c'est non, ça, non. mais t'es 5 Je par sais, c'est ça tout que le disaient les shooters purs, Mais c'est oui. traître. Ouais, mais t'en as un autre en vrai, c'est dur, hein. Non, Kyle Oh Korver. putain. Ah, non, Ah, non, j'en ai un non, en non. plus, putain. Vas-y, dis c'est Kyle quoi? Korver, non. Vas-y, dis. Brandon Jennings. Brandon Jennings, non. T'avais dit qui d'autre, toi? Qu'est-ce que j'avais qui d'autre? Attends, J'ai dit jamais. Doncic, non? Non. Alors, il y en avait un. Mahmoud Il y avait Abdul-Raouf. Ariza, Reggie Miller Gallinari, CJ Miles, Paul George, Devontae Graham, Kyrie Irving l'a fait, Joe Johnson l'a fait, Lavine déjà 3 fois, Damien ouais. Lillard, Lavine, qu'on n'a oui. pas dit, On est nuls, on est nuls. Lillard. On est nuls. Thierry on est nuls. Rozier, Marcus Smart l'a fait. Marcus Smart, ah oui, Van Marcus Smart l'a fait. Van l'année dernière, mais oui. Fleet l'a fait récemment. Van Fleet. Van Fleet. Van Fleet, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Van Fleet. Van Fleet. C'est la moustache qui fait ça, il y a le tout, il y a le. Tu l'as jamais dit à la canadienne. Van Fleet, Il est pas Deron il est pas Williams, bref, il est Kemba pas Walker. il est pas Kemba canadien. Walker. Putain, j'ai failli dire Kemba, mais il m'a traumatisé la dernière fois sur le MVP de
la semaine, donc du mois, donc j'ai. Les gars, vous avez pas brillé, hein. Non, Ouais, Pas non, beau non, de non. dire deux fois Après, avec, tu dis non à quel corner? Bon, après, Westbrook, je sais pas à quoi tu joues, toi. Mais bon, bref, passons à autre chose. Rassure, j'ai déjà. 9, j'avais l'air Tu connais le j'ai déjà, Adio? J'ai déjà, non. Bon, je dis j'ai déjà, c'est une phrase à chaque fois. Deux phrases, bref. Toujours un j'ai déjà. Je vais comprendre. T'as le droit qu'il y ait une t'inquiète. chance, hein. Ok. Donc ne sois pas gourmand. Vas-y. Ah, ça, c'est pas mon J'ai fort. déjà fini 5e marqueur d'une saison avec 25,8 points. Et j'ai déjà joué aux Clippers. J'ai déjà été All-Rookie second team. Ouais, second team, frère. J'ai déjà. Non mais Il vit le quiz. c'est de plus dur en plus facile. Ouais, non, mais j'ai bien J'ai compris. déjà mais- inscrit 44 points dans un match face au Jazz en 2010. Ah, J'ai déjà joué des seconds tours de playoff, mais jamais de finale, ni même de finale de conférence. Et j'ai déjà été All-Star par contre. Oh. Et j'ai déjà joué pour la fac de Bradley et New Mexico. The fuck is that? Et j'ai déjà été MIP. J'ai déjà été médaillé d'or avec les États-Unis à des championnats du monde. Attends. Et j'ai déjà été drafté en 2005 par les Pacers. Granger. Danny Granger. Oh, putain. Et le dernier indice, c'était j'ai déjà porté le même prénom que le réalisateur de Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui s'appelle Danny. De Vito. Non, De- Boyle, non. Je sais pas, vous l'avez pas, vous Danny devinez. Boyle, non, bah là, je l'ai ça- pas noté. Je sais qu'il s'appelle Danny. Bah bravo les Il gars. a même pas noté. Non, mais frérot, tu laisses pas, Non, mais je laisserai faire, mais de toute façon, tu viendras voir après l'émission dans mon bureau quand même. Hein. Vous connaissez pas le réalisateur? J'ai déjà Vous êtes été- trop fort normalement là. C'est pas Danny Ouais, Boyle, il était non? Mais All-Star. non, je pense pas, non. Je pense pas. Vas-y, dis-nous, Oh, parce non. que. Ouais. C'est Danny Granger. Ouais. voilà, c'est Danny Lamèche. Daniel. Danny. Ok, d'accord, passons à Allez, autre vas-y, chose. passe au qui suis-je. Allez, non, il reste un, j'ai déjà. Oh. Ah oui, pardon. N'énervez pas. Allez, vas-y. J'ai déjà été meilleur contreur de NBA sur une saison. Follow. D'ailleurs, j'ai déjà réalisé 9 contres. C'était en 2015. Et j'ai déjà joué chez les Mavs. J'ai déjà été champion NBA. Une Sean fois. Chandler. Chandler, ouais. Bah oui. Non. Non. Et j'ai déjà joué avec Monta Ellis, David Lee et Lonzo Ball. Ouh là là. Je n'ai jamais été All-Star. Ah, je sais qui c'est, Eric Dampire. Lonzo Ball. Lonzo Ball. Ah, Lonzo Ball, j'ai pas entendu. Oh, le coup de machette que j'ai envie de te mettre. Mais j'ai déjà été All-NBA sur Team en 2010. All NBA. Ah ouais. Avec Et j'ai déjà Lonzo Ball. aussi été All-Defensive First Team en 2010. Ça doit être aux Lakers. Pas de Chandler. Et j'ai déjà été drafté en 2005 Il doit jouer. après avoir joué à Utah, à la fac. Quoi? À Utah, à la fac? Andrew Bogut. Andrew Bogut. Bravo. Ah ouais. C'est un peu. Il a joué avec Lonzo Ball. Ouais, les Lakers, il a joué. Les Lakers, il a joué une saison. Début de la saison, il se fait cut. Oh putain. C'est beau, putain. Eh, il n'y a rien de facile ici. Ouais, je vois ça, ouais. Ah, ouais, ouais. On passe au qui suis-je, messieurs. T'as pas dit qu'il était australien en plus. Ah bah, là, enfin, bon, d'accord. Ouais, mais à la fin, tu vois, avec nous, gros, tu vois, on est redoublant là. Pas qu'un peu. Allez. Je suis né le 4 septembre 1988 à Atlanta. Je fréquente le lycée Joseph Wheeler en Géorgie où j'inscris 25,9 points, 13,8 rebonds et 3 blocs lors de la saison 2006-2007. Je me dirige ensuite à la fac de NC State où je ne resterai qu'une seule saison en 2007-2008. J'y inscrirai près de 15 points, 59% au tir et 9 rebonds. Avec ces stats, je me présente à la draft 2008, draft d'un certain Derrick Rose. Mais je ne serai pas autant attendu que lui, hein, mais quand même, je suis sélectionné dans le top 20 par l'équipe d'un gars qui attire toutes les caméras. Une team ambitieuse qui vise le titre et qui échouera tout proche. Je resterai 3 saisons là-bas et mes minutes ne cesseront d'évoluer. Lors de ma saison rookie, je ne jouerai que 11 minutes. Saison sophomore, je double à 22 minutes. Puis lors de ma dernière saison dans la franchise, je jouerai 28 minutes pour près de 14 points et 9 rebonds. Mon passage ici est marqué par un trade qui ne sera jamais fait. Juste avant la trade deadline de la saison Jordan Hill. 2009-2010. Pardon ? Non, il était pas. State, c'est les Lakers. NC State, Enfin, ouais. Knicks, je veux dire. Ouais. Juste avant la trade deadline de la saison 2009-2010, mon équipe discute avec les Suns pour récupérer Amare Stoudemire. Oh. Alors, en dernière année de contrat avec Phoenix. Le trade est tout près de se faire. Je dois être envoyé avec Le gros là. Ilgauskas en Arizona. Mais mon équipe dit finalement non, car voit en moi un bon potentiel. Oh putain, alors je que je suis l'ai. des vieillissants. L'année suivante, pourtant, en 2011, je suis tradé. Ah, je sais qui c'est. Il est à Denver. Il est à Denver, c'est un Oui, gros costaud. le grand là. Le gars de LeBron là. Ouais, mais Putain. je vais chez les Kings, donc je vais pas Oui, c'est lui. contre Omri Caspi. Oh, comment Ah, mais comment il il s'appelle s'appelle Le Renoir là. Le Renoir costaud. Oh là là, c'est une merde. Ah, c'est encore un qui suis dramatique. Et je serai coupé avant la fin de saison. Bah oui. Et je rejoins Portland. Portland, oui, En c'est ça. Europe. Bah oui. Je jouerai dans le 5 aux côtés Après, de il va à Nicolas Denver. Batum. Après, il va à Denver. Oui, Je connais attends. que lui. J'ai oublié. Saison complète, hein. J'ai oublié. Un chauve là, un grand. Je costaud. passe par Sacramento, Portland, puis j'irai chez les Nuggets. Ah, bah oui, pour oui. une nouvelle fois intégrer le 5. Donne les initiales, gros, parce que là. Au Cavs, je vois que lui. Les JH.
J-Jackson. Putain, Putain, mais merde. Ah, oui, vous l'avez eu très tôt, mais dans votre tête. Pourquoi on dit pas le nom? J-Jackson, on travaille trop en ce moment. Je pense qu'on a le cerveau enrhumé. Tu t'en souviens de J-Jackson? Si. Un bœuf de l'espace. Le là. bro, il le mettait bien, gros. Attends, je regarde. Le bro, il le mettait bien. Il le mettait bien, frère. J. Jackson. C'est vrai qu'ils l'ont gardé, ils avaient beaucoup d'espoir avec lui. Ouais. Il l'aimait beaucoup. Il a jamais confirmé. Il a disparu rapidement. C'est Bon joueur. Bon, bravo. Voilà, bravo. Bah, écoute, tu reprends. c'est encore une fois une victoire sans gloire, mais bon, Ouais, écoute, invaincu. Faut prendre, faut prendre. But de la hanche. On vous rappelle, aux éditions, j'allais dire carnage, donc braquage, c'est mieux. Le carnage, on verra peut-être après en le lisant, mais je pense pas. On embrasse notre ami Yanis. Belle pub, en tout cas. On peut le trouver où? À la FNAC? Partout. Ouais, n'oublie pas de faire. Je vais demander de l'oser la prochaine fois que je fais de la promo food thérapie. D'ailleurs, je pense qu'après cette émission, ce quiz, on a besoin de tous aller faire une thérapie. Donc on se retrouve lundi pour la libre antenne où Adjo nous rejoindra prochainement. Et puis voilà, jeudi prochain, un nouveau First Day Show. Ciao la famille, bon week-end, à très vite. Ciao, ciao.